les amis, nous sommes mardi. Êtes-vous prêts à passer 52 minutes de pure détente, de pure convivialité, de pur bonheur avec la Team Chic, la Team Choc? Oui, 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 j'en suis sûre. Et tant mieux, on a plein de choses à vous offrir aujourd'hui. Mais bien sûr, on commence toujours par le proverbe du jour. Vous l'attendez et il est là. Allez, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Ça vous parle? Oui? Allez, on revient. Peut enfin commencer. Il y a tout ce qu'il faut pour vous faire passer un super moment. Et bien sûr, quand je dis tout ce qu'il faut, c'est-à-dire la Team Chic, la Team Choc, Malek, Sabrina, Oriane et Janetta qui nous rejoignent dans un instant. Et aujourd'hui, vous avez la chance. Nous avons deux invités. Oui, deux invités rien que pour vous. Nous avons Monsieur Mpili, directeur général du livre et auteur bassin du Congo, qui vient ici nous parler du salon du livre. Ils ont mis le feu là-bas tout récemment. Et bien sûr, nous avons un artiste, il s'appelle Fafadi. Vous le connaissez, le reggae est à l'honneur. Voilà, deux cadeaux rien que pour vous. Mais tout de suite, accueillons la Team Chic, la Team Choc, à savoir Malek. Salut les amis, comment ça va? Très bien. J'ai bien aimé le proverbe. Ouais? Ouais, j'ai bien aimé. Ah bah tant mieux. On est mardi, le monde est cruel et négatif. JT positif, propose... la. Très bien, le JT positif comme tous les mardis sur Tantine. On accueille tout de suite Sabrina, nous sommes mardi et on a droit au scoop de l'Afrique comme tous les mardis. Donc bien sûr, on parlera, on se posera une question, plutôt une problématique, dans quel pays africain est-il le mieux pour entreprendre? Donc on aura quelques réponses et puis après on parlera d'un réseau social spécialement pour les commerçants africains. Super, plein de belles choses. Les scoops de l'Afrique, vous l'aimez cette chronique, cette rubrique. Tout de suite, on accueille Oriane. Comment ça va? Ouais, très bien, super. Aujourd'hui, mardi, je vous parle d'une Afrique innovante qui va proposer différentes manières de produire de l'électricité. Restez là. Ça m'intéresse, ça me parle énormément, ça, Oriane. Et ben, tu ne seras pas déçue. Bah, merci bien. Allez, le proverbe du jour, vous l'attendez, il est là. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. À qui ça parle? Moi, je dirais que c'est un hommage aux gens qui restent eux-mêmes, qui restent naturels. Le chien, moi, j'envoie ça vers l'homme. C'est-à-dire que peu importe les personnes qu'il y a autour, le statut social, la beauté, etc., le chien s'assoit toujours comme ça. Quelle que soit la situation, il reste lui-même, il s'assiera toujours comme ça. Et c'est une très bonne chose. Je suis un chien quelque part. D'accord. Voilà. Hashtag je suis un chien. Je suis Bruxelles, je suis Paris, je suis Charlie, je suis un chien. D'accord. Merci Malek. Je t'en supplie. Moi, je ne le voyais pas comme ça, en fait. Moi, je ne le voyais pas comme ça, mais belle interprétation, bien sûr. Je te remercie. Bon, pourquoi pas, why not? Moi, je le voyais plus en mode, il y a certaines choses, en fait, on peut pas, certaines choses, c'est la nature et on peut pas aller contre cette nature, en fait. C'est-à-dire que le chien, il va jamais s'asseoir d'une façon différente et on est obligé de l'accepter et ainsi soit-il. Parfois, il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcément remettre en question ou il faut parfois savoir accepter les choses telles qu'elles sont. Moi, je le vois plus comme ça. Moi, je suis d'accord avec Sabrina. Je pense que, voilà, d'une certaine manière, on ne peut pas changer sa nature profonde. Et je pense qu'il faut faire avec et s'adapter, tout simplement. D'accord. Donc, il y a le côté... Moi, je le prendrais plutôt le côté négatif, c'est-à-dire éventuellement, on ne peut pas chasser le naturel. C'est-à-dire que... on peut essayer de faire semblant d'être de telle manière, de se comporter de telle manière, mais finalement... un jour ou l'autre, il va y avoir quelque chose qui va montrer que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire que j'ai menti, c'est pas mon vrai visage, c'est une autre personne. Donc en gros, on peut pas chasser le naturel. Ben ouais, si, je comprends aussi. Moi, je suis d'accord. Ça me parle. Bah, voilà. N'hésitez pas. Moi, je m'assierai toujours comme ça. N'hésitez pas à aller sur le Facebook Tantine TV et bien sûr à laisser votre avis concernant le proverbe du jour et à nous offrir les proverbes de chez vous, ça nous intéresse. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, le moment tant attendu est arrivé. Le salon du livre vient tout juste de terminer aujourd'hui. Eh bien oui, cette édition qui était à l'honneur, le Congo, Brazzaville et Pointe-Noire. Qui a relevé ce défi? Eh bien, il est là, Monsieur Mpili, directeur général, livre et auteur bassin du Congo. En face de lui, nous avons Malek. Malek sait-il lire
bonne question. Comment va-t-il accueillir ce grand monsieur, monsieur Mpili? Avec brio comme il se doit ou au contraire par un chaos? Voyons ça tout de suite dans la bio décalée. Oui, au Salon du Livre, terminé, était à l'honneur deux villes historiques, la Pointe-Noire et Brazzaville. Mais en réalité, l'honneur était enfin à la littérature africaine. Littérature africaine encore méconnue, alors qu'elle est l'une des plus passionnantes du continent africain, voire mondial. C'est d'ailleurs pour moi le seul héritage positif de la colonisation, la francophonie. Je me demande même si les auteurs africains ne manient pas mieux la langue française que certains auteurs français du XXIe siècle, en tout cas. Certains bienveillants diront que l'élève a dépassé le maître, d'autres moins bienveillants diront que l'esclave a dépassé le bourreau. Bref, la négritude, après Senghor et Césaire. On a tous entendu cet homme important et ignorant à la fois dire que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Et oui, il a raison, parce que l'homme africain incarne l'histoire, il est l'histoire. C'est pour ça qu'il ne peut pas entrer dans l'histoire. Et pour savoir ça, il faut faire l'effort d'aller vers un livre, de l'ouvrir, de se laisser entraîner par le talent de son auteur, dont l'Afrique ne manque pas d'ailleurs. Je peux citer l'excellentissime Alain Mambankou, que vous voyez en photo, l'auteur entre autres de Black Bazar. Alors né à Pointe-Noire, prix Renaudot, enseignant la littérature francophone à Los Angeles, fraîchement devenu professeur au Collège de France. Voilà le genre d'Africain qui n'est pas assez entré dans l'histoire, si vous voulez. Donc le Salon du Livre, c'est quoi? Le Salon du Livre, c'est quoi? C'est un bouillonnement de savoir à partager. C'est un échange de points de vue qui font avancer, des discussions qui vous rendent plus intelligent. Le livre, c'est une réponse. Lire, c'est faire connaissance avec quelqu'un qu'on n'aurait jamais rencontré ailleurs. Personne n'est jamais mort d'avoir trop lu. En revanche, certains meurent à cause de l'ignorance. Au Salon du Livre, on avait tous un livre qui nous attendait, un livre africain qui nous attendait, qui a hâte de parler avec nous, de nous dire, tu vas voir, dans 1 heure, on aura déjà grandi un peu plus tous les deux. Et ça, c'est beau. Bienvenue à vous, monsieur Mpili. Bienvenue à vous, monsieur Mpili. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Tantine. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette bio made by Malek? Rien à dire. Je suis sans voix. Ah. Hein, elle est très très bien. D'accord. Et bien, tant mieux. En tout cas, nous, on a plein de questions à vous poser. Événement pour une première. Brazzaville, Pointe-Noire, 2 villes africaines à l'honneur au Salon du Livre à Paris. Donc, on a plein de choses. Vous êtes directeur général de livres et auteur du bassin du Congo, donc que vous allez nous présenter parce que vous avez organisé, vous étiez ceux qui étaient mis à l'honneur pour mettre en place cette mise à l'honneur, à savoir Pointe-Noire et Brazzaville. Alors, livre et auteur du bassin du Congo, on répète, vous êtes basé en France et quelles sont vos missions? Alors, on est basé en France, donc à Paris, rue Vaneau, où se trouve notre siège, notre quartier général. Et vous parliez tout à l'heure du Salon du Livre, qu'on va tous s'efforcer d'ailleurs d'appeler Livre Paris désormais. Eh bien, ce salon, enfin bon, moi je suis on va dire le sponsor, le directeur du projet, mais c'est vrai que je travaille aussi avec une équipe de jeunes qui n'ont pas démérité, qui ont fait un boulot remarquable, parce qu'il fallait préparer les livres, la programmation, contacter les auteurs, voir leur disponibilité, etc., etc. Donc mettre tout en place, de manière à ce que la fête soit belle. Donc c'était pas simple, et voilà, je précise. Mais la structure livre et auteur du bassin du Congo n'a pas été créée spécialement pour Livre Paris, pour le Salon du Livre Paris. Alors, en fait, en réalité, nous, on s'appelle Librairie Galerie Congo. C'est-à-dire que à l'origine, en fait, c'était une librairie qui s'appelait Galerie Congo d'abord, parce qu'on avait historiquement pensé qu'il était bon de transmettre l'histoire de l'Afrique et notamment du bassin du Congo à travers quelques figurines, des statuettes, enfin des sculptures de peintres, aujourd'hui pour certains disparus, etc. Et puis finalement, le projet, pour des tas de raisons, n'a pas spécialement pris, et comme par étrange, c'est le livre qui a pris le pas finalement. Donc du coup, on s'est spécialisé presque naturellement sur le livre, en ce sens que les auteurs, souvent peu connus, africains d'une façon générale, pas seulement du Congo ou du bassin du Congo, venaient nous voir en disant voilà, moi j'ai un projet de livre, etc. Ou alors j'ai fait un premier jet, est-ce que vous pouvez m'aider à le distribuer?
Et donc, du coup, de fil en aiguille, on est devenu distributeur exclusif des auteurs africains peu connus. Et ça a donné les Mabankou et d'autres encore qui viennent encore chez nous. Le dernier en date, c'était Mohamed Bougarsar, un jeune Sénégalais qui a eu le prix Kourouma et qui a été primé au Salon de Genève l'année dernière. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se font comme ça. Et puis, on organise aussi des tête-à-tête donc, avec des auteurs, notamment des jeunes auteurs, ou lorsqu'ils ont une jeune publication, avec le public français, qui là, pour le coup, vient découvrir aussi les variantes de la littérature. D'accord, de beaux objectifs. Alors, Brazzaville et Pointe-Noire, deux premières villes qui ont été mises à l'honneur donc, à cette édition, donc Salon du Livre, Livre Paris, pour dire les choses. Pourquoi, à votre avis, ont-ils choisi ces deux villes ? Pourquoi? Alors parce que je pense... Alors notre nom de scène, c'est vrai qu'on s'appelle Librairie Galerie Congo, j'essaie d'être clair, hein, c'est pas toujours évident. Mais au Salon du Livre, on s'appelle Livres et Auteurs du Bassin du Congo. C'est-à-dire qu'on change de nom. En fait, c'est notre nom de communication, si vous préférez. Qui nous permettait aussi de voir plus large, de fédérer exactement tous ces pays limitrophes à la sous-région, d'ailleurs, qui n'est pas simplement limité au bassin du Congo, mais aussi aux pays d'Afrique occidentale, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et autres, puisque nous recevons aussi des auteurs de ces contrées qui viennent chez nous. Et donc, pendant 7 ans, on a fait ça. Donc ça, c'est la 7e année. Et je pense qu'au niveau de la direction de Livre Paris, ils ont pensé qu'on n'a peut-être pas démérité, parce qu'il paraît que c'est notre stand qui est le plus animé. Il y a un peu de pagaille, il y a un peu de vie. Il y a de la vie. Donc, voilà, avant de parler de ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que ça nous intéresse énormément, on ne vous a pas dit pourquoi Brazzaville et Pointe-Noire ont été choisis, parce que c'est la première fois que l'Afrique est mise à l'honneur lors de cet événement. Donc pourquoi Brazzaville et Pointe-Noire ? Alors, franchement, ils ne nous ont pas dit. Mais je sais qu'on était en ballottage avec une autre ville que je ne nommerai pas pour ne pas faire de jaloux. Dites les choses. C'est pas grave, quoi qu'il en soit. On était en ballottage mais bon, voilà, on va le dire, on était en ballottage avec Conakry, avec la Guinée. Parce que Conakry est capitale mondiale du livre en 2017. Donc je pense que voilà, il y avait un fait marquant très très fort. Et qu'est-ce qui a marqué la différence? Ce qui a marqué la différence, finalement, c'était probablement l'antériorité pardonnez-moi, de livres et auteurs du bassin du Congo sur le salon pendant 7 ans. Et puis aussi, je pense, la qualité des interventions, des animations, des auteurs aussi qui s'y produisent régulièrement. Alors, je ne sais pas quels sont les critères. D'accord, mais c'est déjà bien, en tout cas. Voilà. Est-ce que vous avez marqué le coup? C'est-à-dire que là, parlons ambiance, parlons peu, parlons bien. Est-ce que le Congo a été bien représenté à Livre Paris? Le Congo a été bien représenté. Je pense qu'on a eu des auteurs, je disais donc des auteurs connus, mais aussi d'autres qui étaient peu connus. Et notamment, un fait marquant, mais bon, il y en a eu d'autres, mais notamment des enfants, des jeunes, qui sont venus d'un lycée de Brazzaville, qui ont été lauréats, tous les 5, en fait, chacun dans son lycée, à un concours de littérature. Donc le premier prix, c'était la participation au Salon du Livre de Paris. Donc ils sont venus, je les ai invités, et ils ont fait une table ronde dans laquelle ils ont expliqué au public comment ils s'étaient préparés, la motivation qu'ils avaient eue, et c'était assez impressionnant. Et le public a adhéré. Il y a même un monsieur qui était dans la foule qui a dit que c'était le moment le plus fort du salon. Vous avez eu beaucoup de visiteurs? Beaucoup de visiteurs. Beaucoup de visiteurs. Enfin, on n'est pas encore arrivé au stade du bilan final. On est en train de compter, de faire des chiffrages, etc. Mais il y a eu quand même beaucoup de monde. Moi, je voulais savoir, du coup, comment est-ce que... Voilà, on sait que Brazzaville et Pointe-Noire sont choisis et représentent l'Afrique à Livre Paris. D'un point de vue stratégique, quelle a été votre démarche? Est-ce que c'était plutôt de faire un choix sur des auteurs de renommée internationale qui, finalement, représenteraient le reste? Ou est-ce qu'on est plutôt parti sur l'historique même de la littérature congolaise? Comment est-ce que vous avez fait pour... dévoiler un peu cette mise à l'honneur qui est Brazzaville et Pointe-Noire à travers la littérature? Moi, je pense qu'on est plutôt parti sur la littérature congolaise, sur l'historique, comme vous dites, de la littérature. Parce que l'année dernière, on a fêté les 60 ans de la littérature congolaise, donc il y avait quand même là de la matière, et des auteurs qui, pour certains, sont encore en vie, heureusement, donc qui ont participé à cet événement, comme j'en citerai un juste au hasard, qui habite dans le Massachusetts, Emmanuel Dongala, qui a été promu, lui aussi, Primo Kanda, je pense, en 2013 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était des auteurs quand même, puis Henri Lopez et beaucoup d'autres que je ne cite pas. Donc ça, c'était un fait. Mais il y a aussi, je dirais, la géographie. Brazzaville est une ville qui fait face à Kinshasa, à moins de 20 minutes de barque,
de rames. Et donc, elle est baignée par un fleuve qui est mythique. Et je pense que ça aussi, ça a probablement pesé dans le choix. Baignée par un fleuve mythique et qui a été source d'inspiration de beaucoup d'auteurs. Et puis Pointe-Noire, pareil, qui est la ville océane du Congo, avec cette ouverture sur l'au-delà, puisque c'est de là que partaient nos frères qui étaient envoyés en esclavage en Amérique. Et d'ailleurs, un des auteurs qui s'appelle Chikayou Tamsi l'appelait d'ailleurs notre sarcophage antique. Donc, vous voyez, donc, il y avait toute une mystique autour de ces deux plans d'eau, si j'ose dire. Très bien. Et qu'il fallait. Vous êtes aussi écrivain? Non, pas du tout. Je ne sais même pas écrire. Je n'ai jamais écrit. Vous savez lire, quand même. C'est vrai que là, tout de suite, on s'est tout de suite vu, en fait, dans ce que... En tout cas, vous êtes un très bon conteur. Voilà, ça c'est une certitude. Donc voilà, je pense que ça répond aussi à la première question. Ça répond à toutes les questions. totalement. Et on a encore plein de questions. On a des messages de téléspectateurs qui regrettent de ne pas avoir été à ce bel événement. Mais si vous n'avez pas été, il n'y a aucun problème. Séance de rattrapage ici sur le plateau de Tantine. On a un petit reportage, rien que pour vous. Allez, on regarde. Le Salon du Livre de Paris entame sa mutation et ça se voit. Pour cette 36e édition, l'événement littéraire qui a lieu tous les ans dans la capitale française s'est rebaptisé Livre Paris. Et la métamorphose va plus loin. Pour la première fois en 35 ans d'existence, cette fête du livre a mis à l'honneur 2 villes congolaises. Brazzaville, la capitale politique et administrative de la République du Congo, et Pointe-Noire, la capitale économique du pays. Je voudrais aussi saluer les auteurs qui sont présents et pour la plupart qui sont venus du continent, de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Libreville, j'en ai vu aussi, et de partout ailleurs sûrement. Et je voudrais que tous ici, vous retrouviez votre place et qu'on fasse la fête ensemble parce que le Salon du Livre, c'est aussi un événement festif. Pointe-Noire, c'est ma ville. Je suis un Monténégrin. Brazzaville reste pour moi la capitale à la fois historique, politique, la capitale qui a sauvé la France. On parle beaucoup de l'appel du 18 juin en Angleterre, mais on ne parle jamais de 44 à Brazzaville. C'est là que De Gaulle est venu se réfugier pour redoper les troupes et aller chercher à libérer la France. Outre les fers de lance de la littérature africaine comme le nouveau pensionnaire du Collège de France, Henri Lopez, Emmanuel Dongala, 21 autres auteurs d'origine congolaise ont été invités par l'équipe du stand Livres et auteurs du bassin du Congo, dirigée par Sylvain Mpili et coordonnée par Aminata Diop Johnson, la chargée de projet. C'est pour ça que je trouve que ces initiatives sont bonnes parce que ça nous permet de voir comment on peut se rencontrer autour d'un livre et comment on pourrait promouvoir le livre chez nous, sur place en Afrique. Temps fort mémorable, des débats, des contes, des rencontres, des rires en 4 jours de fête littéraire, la culture congolaise a offert son plus beau spectacle. Donc, je pense que c'est vraiment une terre de poètes et d'écrivains et qu'il était temps de mettre ce pays à l'honneur. Je pense que c'est un honneur mérité. Je trouve cette invitation, pour moi, c'est une consécration. Allez, on va recevoir quelqu'un qui obéit est un vrai patron. Moi je l'appelle l'activiste. Et vous entendrez le choix tout à l'heure. Et Miss Ice est avec nous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le reportage de Rodrigue Niali. Voilà, Niali, j'espère que je le prononce correctement. Allez, on continue cette émission. Bien sûr, Monsieur Mpali est toujours avec nous et il va rester avec nous encore pour quelques instants. Mais tout de suite, Oriane est là. Et oui, Oriane nous parle des alternatives pour produire de l'électricité. On t'écoute avec grande attention. Effectivement, alors sur le plateau de Tantine, nous rendons honneur à l'Afrique de différentes manières. Aujourd'hui, je vous parle d'électricité ou comment l'Afrique innove en produisant donc de l'électricité autrement.
C'est le nouveau défi qui anime les esprits sur le continent et c'est ce défi que certains Africains ont choisi de relever. L'autre jour, je vous parlais du Maroc qui a choisi de se pencher sur l'exploitation des panneaux solaires pour produire de l'électricité ou encore ces Nigérianes qui ont créé des générateurs fonctionnant à l'urine. Oui, effectivement, on s'en rappelle. Voilà, ça vous a marqué. Aujourd'hui, on part donc au Nigeria où un jeune inventeur a conçu, et ceci toujours dans un souci d'environnement, des générateurs électriques qui fonctionnent à l'eau. Donc, il s'agit donc de créer de l'électricité grâce à de l'eau. L'eau sera donc le seul carburant de ces machines. C'est un produit très innovant qui a pu être financé grâce au système de crowdfunding ou bien le financement participatif dont je vous parlais la semaine dernière et qui lui a permis de récolter à peu près 5 000 $ et donc d'améliorer son prototype. C'est intéressant. On est bien situé en Afrique, là. On est bien situé en Sachant Afrique. que l'eau est une denrée rare en Afrique. Exactement. Est-ce que c'est judicieux? C'est vrai qu'il peut manquer de carburant, mais déjà, dans un souci d'environnement, c'est beaucoup mieux que d'utiliser un autre carburant. Qui dit eau, dit forcément... Oxygène? Non. On oppose l'eau à... Le feu? Non. La terre? Non. L'eau à... Deux liquides qui ne peuvent pas se mélanger. L'huile? L'huile. Wow. Et pour le coup... Ah, merci, c'est gentil. Ah, merci. Tu me la tiens. Et pour le coup, ça se passe donc au Gabon, où depuis janvier dernier, la ville de Lambaréné produit donc de l'électricité grâce à un dérivé d'huile de palme qu'on appelle stéarine. Pour l'instant, le projet demeure à l'état de test, mais c'est plutôt encourageant parce que pour l'instant, il permet d'alimenter à peu près 20% de la population en électricité. Donc, je vais vous montrer une carte qui va apparaître à l'écran. Où vous allez voir les différentes zones donc, qui pourront être alimentées d'ici les prochains jours. Je ne sais pas si on a la carte. Bon, j'ai dû l'oublier, alors c'est pas grave. La prochaine fois. Donc c'est vrai que c'est génial côté environnement, puisque ce nouveau biocarburant est beaucoup moins polluant que les énergies produites habituellement par les centrales. Donc elle dégage beaucoup moins d'effets de serre. Donc c'est parfait pour l'environnement. Donc voilà, donc de l'eau, de l'huile. On attend les nouvelles innovations avec impatience. Merci beaucoup. Je vous en prie. Des énergies plutôt propres, on peut les appeler comme ça. Tout à fait. Ouais, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, on continue avec Monsieur Mpali qui est là. Oui. Et oui, oh là là, Mpili. Non, Mpolo. C'est presque ça. Alors, on le répète, vous êtes directeur général de librairie Galerie Congo et vous avez organisé, bien sûr, la mise à l'honneur de Brazzaville et de Congo. Congo au Salon du Livre, à savoir Livre Paris. C'est bien ça, on le répète, on le réitère. Beaucoup de visiteurs? Énormément. Les réactions? Réactions dans l'ensemble extrêmement positives. Franchement, contre toute attente, vous savez, c'est l'histoire du canard qui a l'air calme comme ça sur l'eau. Quand vous regardez une mare au canard, ils ne bougent pas. Et ben, c'était un peu ça, nous, sauf qu'en bas, on ramait énormément. Les gens ne voyaient pas ça. Mais c'était très bien. C'est très bien. Beaucoup de visiteurs, effectivement. T'as fini? Merci, Malek. Si le Salon du Livre, en tout cas les auteurs qui se présentent pour se faire éditer, c'est un bon indicateur sur la santé culturelle d'un pays. Oui, il faut dire aussi que les Congolais sont traditionnellement, enfin je parle des Congolais que je connais mieux, traditionnellement très écrivains. En fait, ils aiment bien écrire. Il y a une vieille tradition comme ça de littérature dans notre pays qui fait que chaque jeune, vous voyez, on a même des jeunes à 13 ans déjà qui s'y risquent. C'est bien. Et il y a une tradition comme ça d'écriture. Et donc, on n'a pas eu beaucoup de mal, nous, à les rassembler. Mais c'est vrai qu'ils avaient un souci de diffusion, parce qu'il faut dire aussi que le livre coûte parfois assez cher, y compris à produire, qu'à acquérir en Afrique. Donc voilà, donc notre rôle se situe un peu là aussi. On essaie de peser en étant de plus en plus nombreux sur les gouvernants africains pour qu'ils baissent un petit peu le prix du livre, pour faire pénétrer encore davantage la littérature dans les chaumières. Et votre lien avec la jeunesse, parce qu'effectivement, c'est bien qu'il y ait des livres. Maintenant, c'est bien aussi que la jeunesse lise aussi. Quelles sont les actions que vous pouvez éventuellement mener? Alors, les actions, nous avons des ateliers que nous faisons donc à la librairie Galerie Congo, qui sont des ateliers de lecture. Enfin, souvent, on utilise des compteurs, vous savez, comme chez nous en Afrique. Alors, il n'y a pas que les jeunes Africains, c'est tous les jeunes Parisiens qui viennent, notamment du 7e arrondissement, des petits jeunes le mercredi, qui viennent assister au conte de Gabriel Kinsa, qui est un des conteurs qui était d'ailleurs présent au Salon du Livre, qui écrit aussi d'ailleurs ses propres contes.
avec des images. On a des BD, on a d'ailleurs l'une des BD, je vais lui faire la pub là pour le coup, de Aya Diop-Pougon, donc de Marguerite Aboué, qui marche très très fort, qui est dans notre liste des meilleures ventes, voilà. Hein, des must-have, c'est-à-dire que si tu n'as pas Aya Diop-Pougon dans ta bibliothèque, c'est que tu as raté quelque chose. Donc, voilà, donc on organise ce type d'événements, et puis bon, évidemment le Salon du Livre aussi, mais en même temps, je l'avais dit tout à l'heure, des tête-à-tête avec les auteurs eux-mêmes qui viennent parler au public. On organise des petites séances de dédicaces aussi, et puis voilà, tout ça fait que justement l'accès à la littérature devient plus ludique, plus facile. Oui, parce que du coup, quand on regarde un petit peu la jeunesse actuelle, et je parle beaucoup également, je me réfère également au Congo, l'art qui est principalement mis en avant, c'est pas forcément la littérature, ça reste encore quelque chose malheureusement d'encore minoritaire en tout cas. Et la question qu'on peut se poser, c'est nos anciens, les parents, la précédente génération, eux avaient vraiment gardé le flambeau de la littérature, de l'écriture, de la lecture. Est-ce qu'on peut considérer que c'est bien repris ? Est-ce que nos jeunes s'intéressent vraiment à la littérature ? C'est plus l'art musical, c'est plus d'autres arts qui sont mis en avant. Est-ce que, par exemple, il y avait beaucoup de jeunes au Salon du Livre ? Il y avait beaucoup de jeunes, justement. Moi, je pensais un peu comme vous. Et puis, finalement, je crois que j'ai été démenti, ou plutôt... agréablement surpris. Voilà, agréablement surpris par les jeunes qui viennent énormément, qui s'intéressent et qui raflent les livres. J'ai fait encore une expérience récemment, c'était au mois d'août l'année dernière, parce qu'au Congo-Brazzaville, il y a une fête nationale qui est organisée dans chaque localité chaque année. Vous voyez, donc la fête de l'indépendance est célébrée dans tous les départements, chacun l'un après l'autre. Et là, l'année dernière, c'était dans un département qui s'appelle la Sanga, qui est au cœur du massif forestier, justement, du bassin du Congo. Et on s'est dit, tiens, comme c'est dans le bassin du Congo, on va y aller. Et on a fait une petite expédition avec près 700 livres qu'on emmenait dans la forêt, et tout le monde riait, disait, mais vous n'êtes pas bien, vous n'allez pas vendre des livres dans la forêt, personne ne les achètera. Eh bien, tous les jeunes qui sont là-bas, ils sont venus, bon, évidemment, il y a du monde qui habite là-bas, ils nous ont raflé tous les 700 livres. J'avais plus un seul. Et on a dû fermer le stand, je crois, 2 jours avant, parce qu'on n'avait plus rien. Vous étiez dans la forêt, il fallait couper des arbres pour refaire des livres. Et voilà, il fallait couper des arbres, etc. Donc c'était... Il y a un intérêt, la jeunesse a bien repris le relais, quoi. Et il y a même un jeune qui n'avait pas d'argent, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a emprunté le livre et s'est mis à le copier dans un cahier, vous voyez, pour pouvoir le lire après tranquillement sur lui. Enfin, c'est assez impressionnant. Bon, évidemment, mais est-ce que la jeunesse a été représentée dans le choix des auteurs à Livre Paris? Alors, la jeunesse a été représentée dans le choix des auteurs parce que j'ai fait venir beaucoup de BDistes. D'accord. Beaucoup de BDistes, et notamment des femmes. Est-ce qu'il y avait des jeunes auteurs? Il y avait des jeunes auteurs. Alors, ce que j'appelle jeunes auteurs, ce n'est pas forcément en rapport avec l'âge. Ce sont des auteurs peu connus. Voilà, et donc moi je parle de jeunes auteurs avec... Alors oui, aussi, je pense que le plus jeune devait avoir une trentaine d'années parmi les auteurs qui ont déjà publié, qui ont déjà des livres à leur actif. Mais il y a plus jeune aussi. D'ailleurs, je vous citais Mohamed Bougarsar, il n'a que 25 ans. Ah oui. Et il a eu... le prix Kourouma, ce qui n'est pas rien. Il y a eu beaucoup de ventes, je t'en prie, Oriane. Oui, j'ai une petite question. En fait, c'est la première fois que la littérature africaine est mise en lumière de cette manière. J'aimerais savoir pourquoi, selon vous, cette mise en lumière s'est-elle faite aussi tardivement? Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui justifie en fait ce manque de visibilité des auteurs africains de manière générale? Alors, elle s'est faite tardivement, effectivement. Donc, le Salon du Livre existe depuis 36 ans. Et pourquoi maintenant ? Et on a du mal à imaginer qu'il n'y ait pas eu d'auteurs africains qui auraient pu être, ou de pays africains d'ailleurs, qui auraient pu être mis à l'honneur. Après, je n'ai pas vraiment la réponse. Je pense que... Selon vous, je suis fier que ce soit le Congo qui ait été mis à l'honneur, en tout cas, et qui représente cette Afrique qui aurait pu être oubliée. Peut-être parce qu'elle n'était pas si rentrée dans l'histoire, comme disait Malek. Oui. Il y a eu beaucoup de ventes? Parce que c'est quand même l'objectif de Livre Paris, c'est de vendre. Beaucoup de ventes. Rapidement comme ça, en estimation, on est à plus de 50% par rapport à l'année dernière. Ah, c'est énorme. Donc oui, il y a eu beaucoup de ventes. Et j'ai même remarqué qu'il suffisait que je prononce le nom d'un auteur sous le salon. Tout le public se jetait sur son livre. Les gens étaient vraiment là pour ça, en fait. Vraiment pour... On peut gagner sa vie en tant qu'auteur aujourd'hui? On les aide un peu à le faire. Je crois que c'est pas très très évident parce que le rapport avec l'éditeur est relativement complexe en ce sens que l'éditeur faut le rétribuer. Donc vous voyez, c'est un peu l'histoire de l'effet de la poule. L'éditeur voudra éditer des auteurs connus qui sont
c'est-à-dire bankable. Hein. Et puis l'auteur, lui, il a du talent, mais il n'y a que lui qui le sait parfois, si vous voulez. Donc c'est toujours un peu délicat. Mais pour certains, effectivement, ça se passe très très bien. C'est-à-dire que lorsque vous avez la notoriété, ça peut être une bonne source de revenus, mais il faut le faire à temps complet. Et puis bien maîtriser le canal de distribution des ouvrages. Il faut de la négociation avec les auteurs. C'est difficile. C'est très difficile. C'est quand même difficile. C'est pas un boulot facile. Enfin, je pense que le vôtre aussi. Hein. Il n'y a pas de boulot pépère ou en gagne de l'argent aussi, quoique j'en sais rien. Si, ça existe. Ça existe. On n'est pas en tête même. Président de la République. On va bientôt devoir vous laisser partir, malheureusement, alors qu'on a envie de vous écouter parler. Mais tiens, vous êtes dans la littérature, donc je suppose que vous maîtrisez la langue française, on l'a vu ici sur le plateau de Tantine, et vous maîtrisez aussi les lettres. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on s'amuse sur Tantine avec des lettres. Oui, vous connaissez pas? Non. C'est parti pour le bac à mots. Allez. C'est très simple, je vous donne un thème, une lettre, et vous devez citer ce qui vous vient à l'esprit le plus rapidement possible. On va commencer par vous, Monsieur Mpili, et ensuite Oriane, et ainsi de suite. Alors, citez-moi des personnages de dessins animés commençant par la lettre B. Quoi? Monsieur Mpili. Personnage de dessin animé commencé par la lettre B. Batman. Yeah. Babar. Bob l'éponge. Bugs Bunny. Ah, encore? Oui. Ah oui. Budweiser. Ça, je sais pas si c'est très connu. Un seul. Un seul? Ah, mais ça va ensemble. Oui, bah, oui. Bernard et Bianca. T'aurais pu dire Bernard et après Bianca. Ouais, c'est vrai. Barnabé les Je suis désolée. J'ai éliminé. Bob Moran. Ah, c'est des vieilles... Ouais, c'est une bande dessinée. Barba Papa. Qui a été reprise. Boule et Bill. La foupée. Ah, moi, je passe mon tour. Vous êtes sûr? Je crois qu'on a déjà dit Bob l'éponge. On l'a déjà dit, oui. Ah, zut. Barbie, Belle et Sébastien. Belle Belle et Sébastien, Bon, bref. Bioman, Blanche-Neige. C'est Malek qui gagne. Ah non. Félicitations à Malek, tu remportes la coupe et bien sûr un cadeau. On regarde. Alors, Voilà. attends, non, je me méfie toujours des cadeaux. C'est quoi que je gagne? La serviette réservée. Malek. On te donne un petit peu le contexte, comment tu vas pouvoir la placer durant les vacances. C'est une invitation au voyage, Voilà, quelque part. Malek, voilà. Bon. On peut pas inverser, je vous laisse la serviette, Malek, je prends le voyage. Non, c'est comme ça. Bon, je vais garder la... Félicitations à toi, Malek, le grand gagnant de cette édition Bac à mots. Voilà, nous continuons cette émission. Nous allons recevoir dans un instant Fafadi. Oui, le reggae man nous attend, on l'attend avec impatience. On va dire au revoir, bien sûr, à Monsieur Mpili. Félicitations pour cette belle mise à l'honneur, pour cette belle mise en lumière de Brazzaville et Congo. Peut-être dernier mot. Merci de m'avoir reçu en tout cas. Je C'était suis un très plaisir. heureux de faire la connaissance d'une équipe dynamique. Et désormais, je regarderai Tontine tous les jours. C'est ça. À 18h. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on se dit au revoir et on écoute tout de suite Fafadi, Mama. This one for my mama. Mama needs you. Woman of my life is my mama. No woman can take your love from my heart. Vous allez écouter son Mama. Rien à dire. Ouais. Franchement, ça sonne très très bien. Merci. J'aime bien. Ouais. Donc, on fait quoi? On parle d'abord du morceau? Oui, moi je pense qu'on va t'introduire Ouais. comme ça. Voilà, un homme de cœur. C'est-à-dire que Mama, c'est ton morceau, ton dernier morceau en date, Ouais. disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales et le clip qu'on retrouve aussi sur YouTube, je Sur suppose. YouTube, ouais, sur Voilà, YouTube. n'hésitez pas, allez-y, tapez Fafadi, vous allez voir ce que ça donne. Vous avez écouté du très très bon son. Alors Fafadi, Mama. Ouais, quoi consiste ce c'est juste morceau c'est un morceau que j'ai dédié à ma mère qui nous a quittés en 2011, qui était mon amie et qui me donnait beaucoup de chansons.
Et voilà, ça T'as eu disparaît le sur moi. besoin de la chanter? Ouais, elle me manque beaucoup et il fallait que je fasse une chanson pour elle. En tout cas, réussi et je pense qu'elle doit être très fière de toi lorsqu'elle voit ça. Ouais. Alors, Fafadi, donc toi, c'est le reggae, voilà. Ouais, c'est la ça? base reggae, Base dancehall, reggae. afrobeat, acoustique, anything. D'accord. C'est-à-dire que quand on te définit, on dit Fafadi, c'est Reggae. un chanteur de reggae. Reggae, yeah. Aujourd'hui, Yeah. voilà. Et alors, toi, tu as commencé très jeune, à l'âge de 9 ans, Ouais. tu as commencé le reggae. Ouais. Non, pas le reggae. Pas le reggae, la musique. Moi, j'ai chanté avec la famille, tout ça. Ouais. D'accord. Ouais, parce que ma mère chantait. C'était pas une musicienne ou ça, mais elle adorait chanter. C'est qui nous donnait plein de chansons, on chantait avec elle, tout ça. D'accord. Donc, c'est ta maman, en gros, qui t'a inspiré, qui t'a donné envie de devenir chanteur? C'est ça? Ouais, Ou c'est plutôt ouais. des artistes que tu regardais à la télé éventuellement qui t'ont donné envie? Non, à cet âge, je pense pas qu'il y a beaucoup de télé chez nous. C'est juste que, bon, on écoutait... moi, j'écoutais que de la musique de chez moi, que la musique mandingue, de Guinée-Conakry. Moi, ma mère, elle est mandingue. D'accord. Tu vois, et bon, la musique que j'écoutais qui n'était pas la musique africaine, c'était Bob Marley. Ah, d'accord. You know, Bob Marley, Burning Spear. Là, j'étais jeune avec ça, parce que avec la Casamance, elle est près de la Gambie. Oui, tout à fait. C'est par rapport, il y a des radios. Nous, en Casamance, on captait les radios et on a grandi avec ces musiques, de musique jamaïcaine, tout ça. De toute façon, là-bas, en Casamance, on aime beaucoup le reggae. Tu vois, j'ai grandi avec cette style de musique. D'accord. Et quels sont les messages que toi, tu véhicules dans ta musique? Ben, la paix surtout, de l'amour. Et surtout, bon, tu sais, chez moi, il y a la rébellion depuis en 81. Et c'est ça qui m'a poussé à prendre la guitare et mon micro pour dire à nos frères d'arrêter, quoi, d'arrêter de s'entretuer. Et je suis né avec ça et j'ai grandi avec ça, de voir mes frères et sœurs se faire tuer tout le temps. Et mon combat, je vais continuer pour qu'ils arrêtent. Et c'est vrai que c'est risqué, mais je vais continuer, quoi, parce que je ne veux pas voir ma famille, des gens que je connais, que j'aime beaucoup, tout le temps se faire tuer, que ce soit les rebelles ou les soldats. C'est l'Afrique tout le temps qui sont là, you know, shoot themselves, you know. Est-ce que ça fonctionne de chanter la paix? Est-ce que ça marche? Pour moi, ça fonctionne, parce que plein de jeunes, ils ont déposé l'exemple. Et ils m'ont dit, c'est grâce à toi, on a... Ouais, et ça fait... Et même s'ils ne font pas ça marche bien qu'il y a plein, ils écoutent ma musique, quoi. Oui, et voilà. c'est ce que je dis. Donc, ils entendent. Parce que l'Afrique, elle n'a pas besoin tout le temps, quoi. Nous, on est là, ouais, les problèmes, allez vous faire tuer entre vous. Parce que c'est tout le temps les mêmes personnes, même si c'est les rebelles, que ça soit n'importe quel pays, les rebelles, si c'est Sénégal, c'est des Sénégalais, les soldats sénégalais. Imagine-toi voilà, c'est pas logique, quoi. Moi, je pense que le monde sera meilleur quand on arrête de verser du sang, quoi. Ah, ben ça, c'est clair. Ça, c'est clair. More love in la humanité, you know. Ouais. Les gens, tout ce qu'on vit en ce moment, c'est à notre faute, les humains, quoi. Ouais. Et on sent que ça te touche énormément et franchement, ça se sent. C'est notre faute, man. Et sinon, une chose importante que j'ai pu remarquer concernant ta carrière, c'est que tu as vraiment une volonté de toucher le maximum de personnes via les langues que tu utilises. Tu chantes en toutes les langues, entre guillemets. Voilà. Mandingue, wolof, français, anglais, Créole, créole. En parlant de créole. Tu sais, créole, ça vient de l'Afrique. Attends, au Sénégal, on parle créole? Ouais, parce qu'en Guinée-Bissau, D'accord. c'est le créole portugais. D'accord. Et ça vient, le créole, je pense que c'est l'Afrique, quoi. Que C'est ça soit dans les îles Caraïbes, tout ça, ce créole que tu vois, c'est l'Afrique. Africain. Ah ouais? Donc c'est à nous. C'est à nous. On vient tous de là-bas. La Caraïbe, je salue tout le monde, c'est des amis. Hein, bon, ils savent. Nous sommes tous des Africains, quoi. Nous sommes tous des Africains. Et moi, en Casamance, il y a plein d'ethnies. Il y a plein d'ethnies, Mandjak, Mandinka, Diola. Et quand nous, chez nous, tu es dans ta famille, si tu es en face avec une famille qui est Diola, alors quand tu es né dans ces cultures, tu parles toutes ces langues, tu vois. Sûr, et c'est ça, quoi. C'est une technique pour moi qui a fait peut-être, c'est comme les gens ils disent, ma force de chanter. Quand je parle de Diola, peut-être qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas Mandinka, tout ça. Je mélange, je veux que tout le monde y comprenne ce que je dis. C'est ça. Ça, on l'avait bien compris et c'est important. Donc je répète, Fafadi, donc Mama, le morceau disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. L'album qui va sortir aussi, Experience, exactement. Qui est sorti quand? Le 24 décembre. Le 24 décembre aussi. 2015. Ouais. On va en parler dans un instant. Il est aussi disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Un artiste engagé, un artiste qui n'a pas peur et qui se bat pour la paix.
Voilà, il s'appelle Fafadi, il est avec nous sur le plateau de Tantine. On continue avec un homme aussi qui a un grand cœur. Vous le connaissez, il s'appelle Malek et il vous le montre tous les jours. Allez, c'est parti pour le JT positif. Oui, Fafadi, je t'ai croisé ce matin dans le couloir, avant-hier à l'aéroport, au restaurant. Je me dis, Malek, le monde est cruel et négatif, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on a créé le JT positif. Générique. Le monde est cruel et négatif. Tant il vous propose le JT positif. La. Mesdames, messieurs, 17e édition du JT positif. On commence tout de suite avec cette bonne nouvelle, cette excellente nouvelle pour vous, les jeunes. Malheureusement, vous ne pouvez pas vous payer un abonnement téléphonique. Et bien, le JT positif a pensé à vous et lance le premier forfait à 0 €. Le forfait, s'il te plaît, je peux appeler avec ton téléphone? Oui, le forfait, s'il te plaît, je peux appeler avec ton téléphone, vient de sortir. Alors toi aussi, jeune, appelle tes amis quand tu en as envie. Poursuivons ce JT positif avec l'invité téléphonique du jour. Aujourd'hui, ces films d'action étaient vus par la planète entière. Mesdames, messieurs, l'acteur le plus aware du monde. Mesdames, messieurs, Jean-Claude Van Damme, au téléphone. Jean-Claude Van Damme, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Il faut pas me le demander à moi. Il faut le demander à la nature. Ok, bon, il commence. Hein. Bon, je lui demanderai. Je vous ai envoyé les émissions de Tantine pour vous les regarder. Ça vous inspire quoi? C'est une bête qui avance avec des microbes. Ah ouais? C'est qui le microbe? C'est moi? Non. C'est Aïssatou? Non. Sabrina? Ouais. Ah bah d'accord. Bah sympa les mecs. Bon, Jean-Claude, les filles vous écoutent. Est-ce que vous avez une question à leur poser? Pourquoi, mademoiselle, avez-vous des gros seins et vous des petits seins? Bon, ok, on oublie. Ok. Vous faites quoi en ce moment, Jean-Claude Van Damme? Un, je voyage beaucoup. Ouais. Deux, je suis très occupé. Ouais. Et quand j'ai un peu de temps, je passe beaucoup de temps avec mes chiens. D'accord. Mais là, maintenant, vous faites Et quoi? maintenant, je m'emmerde. Ah bon, bah, on va vous laisser continuer. Alors, merci. En tout cas, Jean-Claude Van Damme, à bientôt. Hein? Alors, vous aussi, chez vous, dites non à la drogue. Surtout. La suite du JT positif avec ce point santé, avec cette astuce qui va changer la vie de ceux qui transpirent comme des phoques dans les transports en commun. Et l'odeur de cadavres en décomposition qui s'échappe de leur corps. Vous en souffrez et vous en avez honte. Eh bien, terminé. Grâce à la tenue JT positif que voici. Avec la tenue JT positif, vous puez, mais tout le monde croit que vous revenez du sport. Hashtag retournement de situation. Ça vous parle? Terminons ce JT positif avec votre conte de fées moderne. Aujourd'hui, cet homme, Mamadou Diallo, né en France, mais considéré comme un Français discount, pour des raisons que je vous laisse imaginer. Eh bien, après 12 ans d'efforts, de sacrifices, Mamadou est enfin respecté, enfin considéré, même admiré. En effet, Mamadou Diallo a passé ses diplômes de médecine. Il est désormais docteur Diallo. Et oui, aux yeux de certains, il n'est plus noir. Il est médecin. Et ça marche comme ça dans la société aujourd'hui. Voilà, c'était le JT positif, 17e édition. On se quitte évidemment avec le générique. Le monde est cruel et négatif, tant il vous propose le JT positif. La. Merci les amis. 17e édition, ne ratez surtout pas la 18e édition, elle sera encore plus folle, oui, encore plus folle. Fafadi est avec nous, à côté de lui nous avons bien sûr Janetta, en face de Janetta nous avons Sabrina, à côté de Sabrina nous avons Malek. À côté nous avons Aïssatou. Et à côté nous avons encore Fafadi. Et après encore. Voilà. Et surtout en face de nous nous avons nos téléspectateurs qui nous regardent. J'espère que vous passez un très bon moment en notre compagnie. On continue avec Fafadi. Voilà, on a reçu plein de messages. Les gens te remercient déjà pour tes actions, pour ta chanson, pour ta musique. Alors, ton album, on en parle tout de suite. Ouais, l'album c'est Expérience, il est sorti le 24... Pourquoi ce titre, Expérience? C'est l'expérience de ma carrière et de ma vie. Ouais, ce que j'ai vécu depuis que j'ai commencé la musique, tout ça. C'est ce que j'ai résumé un peu dans l'album. Et ça change un peu beaucoup de styles. Il y a du afrobeat, il y a du dancehall, il y a un peu du mbalax.
Et je fais un hommage aussi à Youssou, notre grand frère, un morceau de lui qu'on appelle Mordagné, qu'on a dédié à tous mes fans, qui s'appelle Sopei. Fan, ça veut dire Sopei en Wolof. Et il y a plein de surprises dans l'album. Bon, voilà quoi. D'accord, il y en a pour tous les goûts, tous les styles musicaux. Ouais. Et concernant donc les thèmes, c'est-à-dire que tu parles de ta vie, mais je sais pas, je sens quelque chose quand tu dis oui, je parle de ma vie. Ouais, j'ai parlé de... Bon, depuis en 2010, en 2015, ce que j'ai vécu dans la musique, il y a des chansons qui ont parlé. Et j'ai parlé aussi de bientôt la fin de la misère de ce qui se passe chez nous, en Casamance. Et voilà quoi, j'ai vu que ça a beaucoup changé un peu. Il y a un morceau qui s'appelle Sembe qui parle de l'espoir, quoi, que l'espoir que je vois qui vient, que ça va se finir bientôt, tous ces problèmes. Ces problèmes, ouais. Voilà, on sent qu'un artiste affecté, c'est marrant, hein. Tu dégages vraiment ça. Ouais, c'est normal. Je voulais savoir, est-ce que du coup tu as collaboré avec d'autres artistes sur cet album, comme il y a beaucoup de... C'est un album très ouvert avec un style très éclectique, tu parlais de reggae, afrobeat, finalement tu peux inviter pas mal de... Il y a même du techno, du pop. Ah oui, d'accord. Ouais. Il y a Anidou Sassoné. Je l'ai fait avec un groupe de Sierra Leone qui vit en Gambie. Et il y a Pisco Dawai, c'est un jeune Sénégalais, c'est un compositeur aussi, je bosse avec lui. Et il y a Bahao de Da Brands, que je salue aussi. Il y a, voilà quoi, et mon petit frère qui joue de la percussion Diola, qui est dedans, tu vois. Un album familial, c'est-à-dire il y a les amis, la famille, voilà, la famille quelque chose de convivial. Ouais. Une question bête, hein, mais si heureusement un jour, bon, il y a moins de famine, il y a moins de guerre et tout, tu vas chanter quoi? Je vais continuer à changer, parce que c'est pas chez moi seulement que ça va arrêter. Il faut que ça s'arrête partout. Oui, si on arrive un jour à ça, tu ne chanteras plus, en fait. Non, je continue à chanter l'amour. Ah, d'accord. Ouais. Parce que c'est ça que le monde a besoin, quoi. Much love, you know. Exactement. Expérience. L'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y, allez-y. On soutient ce bel artiste. Il s'appelle Fafadi. Vous le connaissez. Et oui, il est très, très connu. Bientôt des dates de concert pour terminer. Ouais. Bon, là, j'ai un concert normalement le 22 avril avec la communauté Manja qui sont là, avec David Correa et son organisation. Bon, l'année dernière, je devais être là, mais ils m'avaient invité, mais j'étais pas. C'est pas grave. Je pouvais pas. Et là, je veux me faire pardonner. J'ai dit que OK, parce que. Et c'est quand? C'est le 22 avril. Où? J'ai oublié. Il a dit l'adresse, mais c'est en France? C'est ici à Paris. À Paris, voilà. C'est une salle qui s'appelle J'ai oublié. Non. Non. Allez sur le Facebook de Fafadi, je pense que tu vas mettre toutes les informations. Tous les détails sont là-bas. Et les détails. Les affiches, tout ça, les flyers, tout ça, ça sera là-bas. Voilà. Et bon, là, je prépare aussi tourner en Guinée-Conakry. Je dois aller tourner un clip là-bas, que je salue Wantana à la Guinée-Conakry. Et bon. Il y a des concerts qui se préparent là-bas, c'est pas encore... voilà, quoi. T'es connecté, t'es sur Facebook, donc voilà, les téléspectateurs iront pour avoir toutes les informations. Voilà, voilà. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir des artistes comme toi ici sur le plateau de Fantine. plaisir de faire ça avec lui aussi. Malek, il doit être un bon artiste. C'est un très bon artiste. Hein. Tu peux partir avec lui si tu veux. Allez, on continue. On continue cette émission avec deux jeunes femmes, deux belles filles. Elles sont là, c'est pour vous. Janetta, on commence avec toi. Alors aujourd'hui, nous sommes quand? Nous sommes mardi. Oui, Janetta, il faut suivre. Mardi. Et aujourd'hui, tu nous proposes un nouveau concept d'apprentissage. On t'écoute avec impatience. Bonjour à tous, au fait, parce qu'on m'a pas présenté, moi, aujourd'hui, on oublie tout. Bonjour, non, mais bon, je suis là. En tout cas, aujourd'hui, bon, comme le dit mon ami Bouba, on est dans le turfu. J'arrive avec un nouveau terme, nouveau concept, MOOC. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez au moins? C'est un mot qui vient d'arriver dans le dictionnaire 2016 et qui signifie Massive Open Online Courses. En fait, c'est donc un apprentissage par Internet, mais surtout, ça n'a rien à envier finalement aux cours par correspondance. C'est pas bien différent. Mais la grande différence, c'est que des millions de personnes dans le monde se réunissent pour participer aux cours. C'est pour ça qu'on parle de Massive Courses. C'est parce qu'il y a parfois 100 000 personnes réunies autour d'un même sujet. Donc finalement, on va, n'est-ce pas, on va sur le site internet et on choisit ses domaines de prédilection ou pas d'ailleurs, parce que je me suis découvert par exemple une petite passion pour l'anatomie du bois. Voilà, c'est des formations gratuites.
on y va, on s'inscrit. Et finalement, ouais, l'enregistrement est gratuit, donc pour être sur le site internet. Et finalement, donc on a accès à des cours où on valide des compétences et à la fin on a un diplôme. Ou alors on y va simplement pour sa culture personnelle, ou simplement découvrir d'autres métiers ou environnement. Et donc du coup, donc voilà, pourquoi pas tous penser au MOOC pour... Et puis tous égaux devant l'éducation, Voilà. c'est ça? Et juste simplement, parce que la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on a un diplôme via Internet finalement? Eh bien, à l'exemple de cours par correspondance, là pour le coup, c'est aussi des quiz par semaine ou des contrôles, des évaluations, examens. Et à la fin, on les valide. Et si on a difficulté, il y a un forum de discussion également où on peut échanger avec des autres personnes qui d'ailleurs peuvent nous aider elles aussi. Et donc voilà, donc on interchange avec des gens dans le monde entier. Ça, c'est un vrai bon Voilà. plan. Donc, je peux peut-être citer quelques domaines qui figurent je t'en sur prie, le avec site. grand plaisir, je t'écoute. On a donc par Je suis toute exemple oui. sciences humaines et sociales, art, littérature, conception web, multimédia, anatomie du bois, innovation, développement personnel, droit et plein d'autres choses. Voilà. Bravo. J'ai oublié de te présenter et je comprends pas pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, franchement, tu avais une très bonne rubrique. Merci beaucoup, Janetta. Je t'applaudis. Fafadi, c'est bien, hein? Ouais, c'est trop nice. L'éducation, l'apprentissage partout dans le monde, voilà, tous égaux. Allez, on continue. En face de toi, Fafadi, tu as aussi Sabrina qui t'a préparé quelque chose de très spécial. Et oui, les scoops de l'Afrique, ça va te plaire, j'en suis sûre. Allez. Dans quel pays d'Afrique est-il préférable d'entreprendre? Et oui, Aïssa, cette question, nous sommes nombreux à nous la poser, surtout quand on sait que l'Afrique est devenue un vrai Eldorado pour les entrepreneurs, avec en moyenne 5% de croissance annuelle sur les 10 dernières années, ce qui est quand même une très belle chose quand on compare aux pays européens. Donc il faut savoir qu'il y a une étude qui a été menée par un institut londonien qui est donc le GEDI, Global Internship and Development Institute, qui a donc mis en corrélation plusieurs critères pour déterminer un classement des pays donc à l'échelle mondiale où il fait bon d'entreprendre. Donc moi, bien sûr, je me suis focalisée sur les pays africains. Il faut savoir que c'est l'Afrique du Sud qui arrive en toute première position, en tout cas parmi les pays africains, à la 52e position, alors, donc, ce qui n'est quand même pas mal. Ensuite, on a la Tunisie et le Botswana en 62e et en 66e position, hein, respectivement parlant. Et donc, bien sûr, le tout, c'est sur l'ensemble donc, des 132 pays. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs critères. On a bien sûr la Namibie également, l'Égypte, le Gabon, le Nigeria, qui sont finalement dans le top 10 des pays africains. Alors, plusieurs critères ont été mis donc, en lien. Il y a donc, par exemple, la perception de l'entrepreneuriat dans le pays. Il y a les compétences en matière de création de start-up, l'accompagnement, donc les structures qui nous permettent d'accompagnement pour la création d'une entreprise. Et également, le niveau d'usage d'Internet, niveau de corruption, la liberté économique et la profondeur des marchés. Donc, tous ces critères ont été comparés par cet institut londonien pour déterminer le classement. Donc, finalement, un beau top 10. Et effectivement, l'Afrique reste, en tout cas, un Eldorado de l'entrepreneuriat. Donc, bien sûr, après, il faut comparer, bien sûr, les pays à fort potentiel en fonction du domaine dans lequel on veut se lancer. Mais donc, il y a encore de quoi faire, je pense. C'est marrant, parce que les pays que tu as cités, c'est le pays africain où il y a le plus de milliardaires aussi. Ah oui. Où ils sont le plus concentrés, donc c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, effectivement, tu l'as très bien dit, Sabrina. Un nouveau réseau social pour les commerçants africains, bonne nouvelle. Exactement, alors en fait, cette idée, donc le réseau social s'appelle Eskimi, une idée qui a été lancée en 2010 par, un jeune créateur donc, nigérien, un développeur, il s'appelle donc Vitas Potski. Une plateforme donc, voilà, dont le but initial c'était vraiment d'échanger entre acteurs économiques. Et très rapidement, ils se rendent compte qu'il y a finalement une vraie demande, que l'on soit commerçant ou acteur économique au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Et donc, ce réseau Eskimi va tout de suite prendre cette tournure, finalement, devenir le réseau social de prédilection pour les entrepreneurs, les commerçants qui veulent finalement partager des informations donc, à titre local, puisque, voilà, admettons, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai envie de lancer un business au Ghana, comment ça se passe? Il y a vraiment cette relation d'échange et de partage d'informations. Et c'est donc un réseau social qui cartonne pas mal sur le continent. Donc, effectivement, il fallait y penser. C'est bien d'échanger sur les réseaux à titre privé, mais pourquoi pas dans le business et pourquoi pas en tant que commerçant. Là, il y a vraiment une vraie valeur ajoutée puisqu'on parle avec des personnes qui sont sur place et qui sont au quotidien donc, de la vie entrepreneuriale du pays. Donc, vraiment une très bonne initiative que je salue. Exactement. Échangeons utilement. Voilà. Merci beaucoup, Sabrina. Voilà les scoops de l'Afrique. Hein. On a tenu nos promesses, n'est-ce pas? Bah ouais.
On a tenu nos promesses et on les tient tous les jours. Voilà, Fafadi, nous sommes au terme de l'émission, ça passe très très vite. Alors moi, je te propose de terminer l'émission avec quelques paroles. Qu'est-ce que tu as à dire Je salue aux personnes qui te regardent? les téléspectateurs, France, l'Afrique, tout. Et je salue mon label KMG, mes artistes et toute... La famille, les amis, Télésud. Merci beaucoup en tout cas. N'hésitez pas à aller sur son Facebook Fafadi pour avoir toutes les informations concernant son album Expérience et bien sûr son single Mama qui vient de sortir et ses dates. Floman, et oui, Floman, bien sûr, on le connaît ici sur Tantine, c'est notre pote Floman, bel artiste aussi qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis, c'était un réel plaisir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bye bye. Ciao.